On va ouvrir notre conférence de presse. On a remercié le Seigneur. Et pour ouvrir notre conférence de presse, on va relire ce qui est écrit ici. Avançons avec Dieu pour le droit des peuples autochtones. Voilà. Ça, c'est le combat que nous veut porter à travers ces élections législatives. Pourquoi le droit du peuple autochtone? Pourquoi ne pas rester sur les accords de Nouméa et de Matignon? L'accord de Matignon et de Nouméa, ça fait 30 ans. 3 signataires. L'État, les partis qui veulent le maintien de la Calédonie dans la France et les partis indépendantistes. Tous les 3 sont signataires depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, ils sont aux élections législatives, chacun sa route. Et ils nous disent de travailler sur le destin commun. Pendant ce temps, le Kanak qui a été mis dans les accords de Nouméa et de Matignon au centre du dispositif se trouve aujourd'hui à la marge du système, à la marge de ces accords. Et tout le monde le sait. Si vous voulez, je vais rappeler les 99% de la population carcérale. Je vais rappeler les chèques scolaires. Ce n'est pas les autres peuples, ce n'est pas les autres communautés qui sont concernées. C'est le peuple Kanak, c'est nos jeunes, nos enfants Kanak. Quand on regarde les licenciements abusifs, qui est concerné généralement par les licenciements abusifs? C'est notre jeunesse. Quand on va parler de désœuvrement, quand on va parler de l'insécurité, quand on va parler de la précarité, quand on va parler des plus de 30% de la population en dessous le seuil de pauvreté, qui est concerné? C'est encore le peuple Kanak. Et pourtant, depuis 30 ans, le peuple Kanak, le Kanak a été mis au centre du dispositif. Alors, moi, comme tous mes frères et sœurs qui sont là avec moi, nous nous levons non pas en tant que parti politique, mais en tant que force vive. Parce que nous avons lutté depuis près de 30 ans. Moi, je suis dans l'enseignement des langues kanak. J'ai été beaucoup victime. Quand j'ai demandé des propositions, j'ai demandé de créer des outils, on m'a bloqué. Depuis plus de 7 ans, on me bloque pour ne pas permettre que les enfants kanak puissent bénéficier des outils authentiques, avec une conception culturelle propre, qui leur est propre, avec l'idée de les faire réussir dans le système éducatif. Qu'est-ce qu'on fait? On bloque Germaine Nemia. Ça, c'est mon expérience. À côté de moi, il y a aussi Richard Sio qui est avec nous et qui a travaillé depuis plus de 30 ans dans l'UGPE. C'est quoi l'UGPE? C'est défendre nos gosses, majoritairement concernés par l'exclusion, par la déscolarisation précoce. Les enfants qui sont foutus dehors par les chefs d'établissement ou par les enseignants, quand on regarde, c'est toujours le jeune Kanak. Et pourtant, on est toujours dans l'accord de Nouméa. Le Kanak est au centre du dispositif. Alors la question qu'on s'est posée, peut-être qu'il faut sortir et il faut trouver une autre issue. En 2011, le grand chef de cellule qui était au Congrès, élu au Congrès, il avait proposé, il a demandé l'application des droits des peuples autochtones, un droit international qui a été adopté par l'ONU le 13 septembre 2007. C'est-à-dire quelques années après la signature de l'accord de Nouméa. Mais il faut savoir que ça fait déjà plus de 20 ans. Quand en 2007, ça a été adopté, ça fait déjà 20 ans que l'ONU, avec des gens de chez nous aussi, ont participé à la réflexion sur le droit des peuples autochtones. Alors, avec ces personnes-là, et voilà le pasteur Henri qui est avec moi, qui se présente dans la deuxième circonscription, lui, il s'est beaucoup investi dans le CNDPA, dans le droit des peuples autochtones. Alors, on lui fait la même réponse. Il faut attendre l'indépendance pour parler du droit des peuples autochtones. Mais on n'attend pas l'indépendance pour mettre nos gosses en prison. On n'attend pas l'indépendance pour continuer à faire sortir les enfants des écoles. On n'attend pas l'indépendance pour continuer à licencier et à amener de l'immigration, faire remplir nos hôpitaux, nos entreprises par des personnes qui sont venues d'ailleurs et on ne veut pas former nos jeunes. Et pourtant, l'accord de Nouméa, c'est le rééquilibrage, c'est la formation de cadres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous qui représentons les forces vives, nous allons continuer à rester comme ça? Avec Richard Sio et quelques amis, on s'est dit,
on va se lever. Et on va reprendre ce que le grand chef Tessine avait demandé en 2011 et qui a été adopté. Toute l'Assemblée, tout le Congrès avait accepté, mais ensuite ils ont enfoui quelque part dans leur tiroir. Alors nous on a dit on va reparler de la déclaration des droits des peuples autochtones. Parce qu'au moins avec ça, on reconnaît réellement le peuple autochtone comme peuple. Peuple qui est issu de ce pays. L'accord de Nouméa ne parle pas de peuple autochtone. Et c'est peut-être pour ça, parce qu'il faut savoir qu'un accord, ça n'engage en rien le respect de cet accord. Je vais donner un exemple. Moi, je suis dans l'enseignement des langues kanak. L'article 133 de l'accord de Nouméa dit que les langues kanak sont au même titre que le français, les langues d'enseignement. Et on nous dit, il faut faire attention. Chaque parti a son interprétation de l'accord de Nouméa. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'article 133 de l'accord de Nouméa? Quand j'ai demandé, mais oui, il faut que l'enseignement des langues kanak soit un enseignement à part entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre les mathématiques en langue kanak. Ça veut dire qu'il faut apprendre notre manière d'éduquer l'enfant. Comment l'aider pour qu'il réussisse mieux à l'école? Lui donner les mathématiques, lui apprendre son histoire, l'histoire de ses pères, l'histoire de ses ancêtres. À ce jour où je vous parle, nos enfants qui sont ici à Nouméa, comme à Marais, comme aux îles, comme au nord, n'apprennent pas leur histoire. Un peuple amnésique, c'est un peuple qui est condamné à mourir. Aujourd'hui, en tant que candidat de Rassemblement autochtone et souveraineté partagée, nous disons halte. Halte au massacre. Halte à la barbarie de la colonisation. On va mettre fin à tout ça. On va faire un appel solennel à toutes les autres communautés de la Nouvelle-Calédonie à ce qu'ils se rapprochent du peuple autochtone de ce pays. Parce que le problème, c'est que ces peuples-là, on a toujours pensé à eux. Nos ancêtres les ont accueillis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis vers ceux qui dominent ce pays. Ils ont tourné le dos au peuple autochtone de ce pays. Aujourd'hui, on fait un appel solennel à ces communautés. Et on leur demande, autant que le peuple autochtone, de nous aider, nous, peuple autochtone, parce que nous ne nous reconnaissons pas dans ce pays. On ne nous donne pas notre droit à la terre, notre droit à une nationalité, notre droit à l'autodétermination. Je vais faire un autre exemple. Je vais parler de l'inscription automatique. Vous savez, l'article 3 de la déclaration de peuple autochtone, il dit que les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. Nos amis aujourd'hui, ils se battent dans le système de l'accord de Nouméa pour faire quoi? Pour demander l'inscription automatique. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le OCR lui-même, il a dit c'est pas dans la culture française que ça soit automatique l'inscription. Pourquoi s'entêter? Pourquoi nos signataires s'entêtent à demander l'inscription automatique alors qu'ils savent très bien que ça ne marche pas dans la Constitution française? C'est pas possible. Par contre, la déclaration des droits du peuple autochtone, il dit les peuples autochtones ont droit à leur autodétermination. On n'a pas besoin d'inscription automatique. Alors on arrête tout ça. On va demander au peuple autochtone, comme aux autres peuples, de soutenir le peuple autochtone de ce pays, de lui donner ses droits, de demander à l'État, sous l'observation de l'ONU, de lui restituer son histoire et de lui donner son droit à l'autodétermination. Il faut arrêter de faire rouler le peuple kanak. Et j'interpelle les autres partis politiques, parce que je pense que dans ce pays, aucun parti politique ne peut dire qu'il ne reconnaît pas le droit du peuple autochtone, que le kanak n'est pas le peuple autochtone de ce pays. Alors, on va leur demander de laisser tomber la politique et de rester sur le droit. Les élections législatives, ce sont des élections où un député peut adopter des lois, peut proposer des textes de loi. Et c'est ce que je veux faire. C'est ce que mon ami veut faire. Le jour où nous serons élus, nous représenterons le peuple de ce pays, le peuple autochtone et les autres qui ont décidé de travailler avec nous dans ce pays. Nous avons juste une requête. Demander l'application intégrale du droit du peuple autochtone. Il faut arrêter. Il faut arrêter la barbarie. Il y a des choses qui se passent encore il y a quelques semaines, quelques jours. On a passé des bulles sur des terres coutumières, sur des personnes qui sont chefs ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
la barbarie continue dans cette Nouvelle-Calédonie. Et nous, droits du peuple autochtone, nos rassemblements autochtones et souveraineté partagée, nous nous levons aujourd'hui pour dire halte. Halte et halte et halte. Peuple autochtone, on vous interpelle. On vous demande de vous lever. Le jour, le 11 juin, allez voter. Votez pour qui? Votez pour que votre droit soit appliqué dans ce pays. C'est tout ce qui explique notre existence et notre présence à un an du scrutin d'autodétermination, c'est-à-dire le référendum. Parce que nous estimons que sans le droit, l'indépendance est à l'heure. Sans le droit, l'indépendance est à l'heure. Et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin du peuple autochtone. Nous avons besoin des autres communautés. Parce que vous devez travailler. Si nous allons à Wallis, si nous allons à Tahiti, nous n'allons pas nous mettre du côté du colonisateur. Nous n'allons pas nous mettre du côté de l'État. Nous sommes obligés, en tant que peuple autochtone, issu d'une langue, qui a une organisation spécifique, qui savons qu'il y a des choses qui nous sont propres, un patrimoine culturel et linguistique qui nous sont propres. Nous ne pouvons pas, au nom de notre histoire commune, au nom de notre patrimoine commun, nous ne pouvons pas nous mettre avec celui qui nous a colonisés. C'est pour ça que nous vous demandons, vous qui êtes issus des autres communautés, de nous soutenir. Le 11 juillet, votez pour l'application des droits des peuples autochtones. Votez pour le Rassemblement autochtone de Nouvelle-Calédonie. Voici les 2 candidatures. Je suis dans la première circonscription avec ma suppléante Sonia, qui a fait des études à Hawaï et qui aujourd'hui est ici. Elle a une petite entreprise avec son mari. Pourquoi? Parce que justement ces études. Choisis un pasteur. Pourquoi? Parce qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui veut donner la sagesse. On ne peut pas vouloir la violence. On en a déjà bavé. On a déjà subi suffisamment de violence. Nous sommes un peuple minoritaire et nous avons besoin de pouvoir nous unir, être solidaires, être fraternels, pour porter non pas la guerre, mais l'amour à travers le respect, le droit et le droit. Merci et que Dieu nous bénisse. Merci encore aux médias de venir, merci à tous les clans, les chefferies, merci aussi aux forces libres de se joindre à cette conférence de presse, qui n'est pas comme toutes les autres conférences de presse, parce que nous ne faisons pas de la politique, mais nous sommes bien sur le droit. Donc, comme Germaine l'a précisé, nous avons constaté que dans ce pays, depuis la signature des accords de Matignon-Nouméa, mais même bien avant la signature de des accords, il y a toujours un problème sur les droits. Il y a toujours une complication entre le droit commun et le droit 75. Donc, ce qui fait que toutes les situations qui ont été dénoncées par notre candidature de la première circonscription viennent du fait qu'il y a une nuance dans les droits, l'interprétation des 2 droits. Pourquoi venir au rassemblement autochtone en tant que pasteur? C'est tout simplement parce que je veux clarifier 2 choses. Dans le rassemblement autochtone, nous parlons du droit, mais nous parlons aussi des valeurs. Donc, je vais tout simplement citer un verset biblique que j'ai l'habitude de le dire en tant que pasteur. Le psaume 89, le verset 15, qui va nous parler sur deux principautés dans lesquelles est construit le trône de Dieu. C'est sur le droit et la justice, le psaume 89. Le droit et la justice sont 2 piliers fondamentaux du trône de Dieu qui va s'étendre sur la terre. Donc quand on parle du droit, on parle du droit du premier occupant. On parle du droit de la terre, on parle du droit de l'individu, on parle du droit de l'être, on parle du droit universel, on parle du droit culturel, on parle du droit identitaire, on parle du droit authentique. Donc c'est ça le droit qui est dit dans le psaume 89. Donc parler du droit, on ne peut pas écarter la justice. Donc la justice nous parle des valeurs spirituelles. Le droit nous parle des valeurs culturelles, valeurs traditionnelles, nous parle des us, nous parle des coutumes, il nous parle des traditions, il nous parle de notre identité. Mais quand on vient sur la justice,
elle nous parle des valeurs spirituelles, des valeurs de foi, des valeurs de doctrine. Il nous parle des différentes sphères de spiritualité. Donc il faut savoir ici que quand on parle de justice, il y a la spiritualité divine, hein, mais il y a aussi la spiritualité de la terre, de l'homme, la spiritualité d'Adam. Il y a aussi la spiritualité du premier être. Donc on est bien conscient que dans ce pays, il y a le premier peuple, c'est le peuple kanak, qui est le peuple autochtone. Donc voilà un peu ma démarche en tant que pasteur. Mais avant d'être pasteur, voilà, je suis quand même quelqu'un de la vie associative, des forces vives. Je suis quand même quelqu'un qui est impliqué dans la vie chrétienne. Je suis quand même quelqu'un qui est impliqué dans le collectif des droits des peuples autochtones, dans plusieurs actions. Donc ces actions vont nous amener à dire quoi? À dire qu'il faut faire mieux. Maintenant, on ne peut plus se contenter de rester observateur, alors que ceux qui se sont mis en avant, ceux qui ont signé les accords, ne sont pas, à l'heure où on discute, capables de nous présenter un projet de société durable et qui va asseoir définitivement notre pays dans sa destinée. Donc voilà un peu le rôle du pasteur, c'est de dire on ne peut pas amener le pays toujours à la confrontation, toujours au combat, toujours à des manifestations, toujours à cultiver la politique de la violence. Donc je dis ici qu'il faut arriver à un moment donné, il faut faire une transition. C'est pour cela ma candidature dans le droit autochtone, c'est parce que ces droits-là, les 46 articles, je suis comme Germaine, ainsi que Sonia et Pelenato, nous sommes 4, 2 titulaires et 2 suppléants, qui disent que l'application intégrale des 46 articles qui couvrent vraiment tous les domaines du peuple autochtone, c'est-à-dire qu'il l'habille, qui le nourrit et qui le sécurise dans sa manière de développer, qui le sécurise dans sa manière de s'éduquer, d'aller s'investir dans les affaires. Et les 46 articles est bien complet pour nous, mais qui va venir également complémenter l'article 75 qui a été opté, qui nous stipule dans la Constitution française qu'on existe comme Kanak, mais pas de Kanak de droit commun, mais bien de Kanak particulier. Donc on dit comme ça que l'article 75 est arrivé à son terme. Elle n'a pas été alimentée ou habillée depuis X temps. Donc on dit comme ça que les 46 articles vont venir renforcer l'article 75 qui existe bien actuellement dans la Constitution française. Et de là émanent tous les accords qui ont été écrits. Elle émane bien de cet article 75 qui spécifie le Kanak dans la Constitution française, mais qui à l'heure actuelle n'est pas juridiquement complet. Donc on dit comme ça que quand on arrive à épuisement, il faut trouver d'autres alternatives, il faut trouver d'autres solutions. Donc le RAPS dit comme ça que nous avons des solutions, nous présentons les 46 articles qui à l'heure actuelle va venir complémenter, mais va venir asseoir définitivement le peuple autochtone, va le sécuriser par rapport à la mondialisation, par rapport au développement, par rapport aux menaces des multinationales. Et on peut en citer d'autres contextes, mais à l'heure où on parle, vraiment c'est triste le constat qui a été fait. C'est triste parce que chaque année, dont j'ai mes enfants, j'ai plusieurs de mes enfants de la famille qui ont qui veulent poursuivre des formations en France, qui veulent suivre un BTS, mais qui ne peuvent pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas de place à l'école. Donc il n'est pas normal que l'autochtone Kanak lui-même n'a pas de place pour aller se former, alors que Tshibao, le poignet de main, il viendra après, mais Tshibao s'est sacrifié pour que le peuple autochtone s'émancipe et qu'il vive sa pleine évolution, sa pleine émancipation, et qu'il puisse s'octroyer le droit de s'éduquer et de vivre pleinement sa souveraineté. Donc on dit ici, je dénonce cette situation, mais je dis aussi que l'accord de Matugna Nouméa peut-être a échoué quelque part, parce que si c'est positif, on viendra me dire demain, et je lance un appel aussi pour dire aux élus que peut-être il faut revoir, et il n'y a pas de honte à revoir notre position, il n'y a pas de honte à dire qu'on a échoué, et que peut-être on peut se trouver vers d'autres leviers, vers d'autres outils qui vont nous permettre justement d'avancer dans le combat qu'on a mené.
Donc en tant que pasteur, je veux dire ici que on doit arrêter de vivre, être soumis à la convoitise, à tout ce qui alimente l'homme extérieur, tout ce qui détruit la nature du peuple autochtone. Le peuple autochtone est un peuple chrétien. Il croit, il a des valeurs spirituelles, il a des valeurs chrétiennes, il a des valeurs coutumières, des valeurs traditionnelles. Donc c'est pour ça qu'on lance un appel ici. Je profite de lancer un appel à toutes les églises, à tous les chrétiens de ce pays, à toutes les chefferies, à tous les chefs de clan. Vivre un vrai changement, c'est de choisir le rassemblement autochtone et souveraineté partagée. Sinon, on va aller tout droit vers un mur. C'est un droit divin, c'est un droit du ciel, mais c'est un droit universel, c'est un droit naturel pour l'homme autochtone de vivre sa pleine souveraineté. Donc on dit que oui, nous sommes d'accord, nous sommes conscients que avancer avec Dieu dans ce temps de la fin va nous permettre d'éviter la corruption, va nous permettre d'éviter d'installer des comportements nuisibles qui vont nuire à notre société, mais qui va nous éviter aussi de rentrer dans des confrontations. 2018, 2020, à l'heure actuelle où on parle, je ne sais pas, peut-être qu'il y a encore un 4e accord qui a été signé déjà, ou qui va être signé, ou qui sont en proposition. Mais moi, en tant que pasteur, je dis à tout le peuple autochtone de soutenir notre mouvement, de soutenir en votant massivement le 11 juin pour notre liste, pour pouvoir permettre que nous puissions sortir de ces élections et porter la parole des sans-voix, porter les doléances du peuple autochtone dans l'Assemblée, afin de voir avec l'État quelles sont les modalités dans lesquelles nous allons mettre en place ces articles pour les 4 ans à venir, dans les 4 ans à venir dans lesquels nous allons travailler. Donc on dit ici, votez le rassemblement autochtone, c'est sécuriser, c'est de permettre que notre pays vive la paix, c'est de permettre que notre peuple vive dans la tolérance, dans le respect et dans l'amour et dans l'humilité. Ces valeurs, nous l'avons depuis des décennies, mais nous sommes obligés de reformuler ces principes parce que ça va faire partie de nos principes de demain. Donc c'est cela aussi le rassemblement autochtone qui se dit qu'à un moment donné de l'histoire, il faut savoir se lever, il faut être capable, il ne faut pas avoir peur de se lever, il ne faut pas avoir peur même de faire la transition. Vous savez, il y a un proverbe que Jésus va utiliser lui-même, il va dire, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Donc dans chaque saison, l'homme autochtone, le Kanak lui-même, il doit être capable d'observer, de voir dans les saisons, de voir ce qui ne va pas, et puis de faire des transitions dans sa vie. Donc voilà, je crois que j'étais un peu bref, mais tout ce que je demande aujourd'hui, c'est que les pasteurs, vous comprenez que nous sommes dans une affaire de droit. Tous les pasteurs du pays, quand on enseigne le dimanche, l'application elle se fait dans la semaine au quotidien, dans la vie de tous les jours. Donc voilà, on pense justement, je vais citer les 99% des Kanaks incarcérés. Voilà, comme Germaine a dit, c'est malheureux, c'est dommage. C'est triste, c'est triste pour les familles, c'est triste pour les clans de voir que nous sommes toujours concernés par ces mêmes fléaux qu'on a dénoncés il y a 30 ans de cela. Donc opter pour le rassemblement autochtone, c'est opter pour une nouvelle position, opter pour un changement nouveau. Donc il ne faut pas, je veux dire ici, il ne faut pas laisser un parti politique monopoliser les institutions. Et il ne faut pas, c'est dangereux. C'est dangereux quand il y a un seul parti politique qui prend le Congrès, qui prend le gouvernement, qui prend la province, qui prend la mairie et qui prend les députés. C'est très dangereux pour la démocratie, c'est très dangereux pour nous les autochtones. Donc si eux ils prennent les provinces, il faut donner une chance à moi et Germaine de prendre la députation. Voilà, merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Amen. Mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Parce que la fin de l'accord de Nouméa, c'est quand même l'année prochaine. On devra se prononcer de manière inexorable. Le projet de société que vous proposez, parce que vous dites aussi que les autres partis politiques ne proposent aucun projet de société au-delà de l'accord de Nouméa, vous, la différence, au-delà de ces droits des peuples autochtones, quel projet de société vous espérez pour la Nouvelle-Calédonie après l'accord de Nouméa? Le plus grand constat qu'on a déjà fait, et que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la marginalisation à outrance du peuple autochtone. Donc il n'y a pas possibilité de construire une paix si cette marginalisation elle continue à perdurer. Donc quel est notre projet? Notre projet, c'est d'abord réparer.
c'est faire en sorte que l'État prenne des mesures dans le sens de la discrimination positive, dans le sens de mettre fin à la marginalisation du peuple autochtone dans tous les domaines de la société. Ça, c'est le premier objectif. Et pour nous, il ne peut pas y avoir de projet vrai si on n'a pas réparé le mal là où il est. C'est-à-dire donner à ce peuple autochtone son droit à l'existence, à la vie, à la santé, au bien-être, et lui donner aussi la possibilité. Vous voyez, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, la CCI, elle compte près de 14 500 entrepreneurs. J'ai posé la question, combien d'entrepreneurs Kanak? Vous voulez qu'on s'intéresse au développement économique? Combien d'entrepreneurs Kanak? Il y en a deux. Un de Marais, un de Lifou. Il n'y a pas de la Grande Terre, il n'y a pas du Sud. Alors, vous nous demandez un projet. Voilà le projet. Rétablir l'équilibre. L'accord de Nouméa demande le rééquilibrage. Et c'est ce que nous demandons aussi. Il faut que le peuple kanak soit acteur de son développement économique. Il faut que le peuple kanak puisse bien vivre là où il est. Je prends quelques exemples qui sont sur Tantouta, où on voit des élevages de crevettes et d'huîtres. Et les propriétaires terriens, ils ne perçoivent rien. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Et est-ce que vous pensez que c'est possible de construire un projet de société quand le peuple autochtone, le peuple kanak, qui lui est le peuple premier de ce pays, il n'a aucun droit à au moins une réparation et au moins une vie correcte. Une vie correcte. La précarité, c'est qui est concerné par la précarité? C'est le peuple autochtone. C'est qui remplit les squats? C'est le peuple autochtone. Donc, un projet de société, oui, nous avons un projet de société. C'est travailler le rééquilibrage à la base, donner au peuple autochtone une bonne santé, lui permettre, prévoir, adopter des mesures efficaces avec la coopération et avec l'assistance de l'État, sous le regard des Nations Unies, parce que nous savons que ce sont les Nations Unies qui ont permis la création de ces droits des peuples autochtones. Et le droit, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un accord. Un droit, c'est une obligation d'exécution. Alors qu'un accord, on peut interpréter comme on veut et on peut revenir sur sa parole. Ce n'est pas le cas des droits du peuple autochtone. Alors, asseoir ce pays, asseoir un projet de société à partir sur la base de la déclaration des droits du peuple autochtone va certainement ou conduire à une garantie de paix durable, de paix civile, mais aussi de prospérité, de bonne santé du peuple autochtone, mais aussi des autres communautés qui vivent sur ce territoire. Pour nous, en tout cas, on ne peut pas, sans rééquilibrage, sans réparation de l'histoire, sans permettre la justice à ceux qui sont exclus. Il faut redonner à ces exclus, à ceux qu'on appelle les sans-voix. Il faut redonner. Le peuple sans-voix ici en Calédonie aujourd'hui, c'est majoritairement le peuple autochtone. Et si nous continuons à frapper du poing sur la table en demandant l'application intégrale de la Déclaration des droits du peuple autochtone, c'est parce que c'est la condition sine qua non pour une paix durable de ce pays et pour qu'un projet de société puisse émerger, un projet de société commun. Voilà, on parle de souveraineté partagée, on parle de destin commun, mais ce projet de société, il ne peut naître à une seule condition, c'est qu'on redonne le droit au droit et qu'on arrête les injustices qui ont été faites au peuple autochtone de ce pays. Et M. Emmanuel Macron a parlé d'un crime contre l'humanité en parlant de la colonisation. Nous espérons qu'il va nous porter, qu'il va nous aider dans ce travail de réparation de l'histoire, dans ce travail de favoriser en enlevant la culture de la culpabilité de notre peuple.
Parce qu'on ne nous enseigne pas à l'école notre histoire. Et c'est très dangereux. On ne nous enseigne pas les relations entre les hommes, entre nos ancêtres. Nous avons des relations avec le Vanuatu, nous avons des relations avec le Fidji, nous avons des relations avec Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous avons des relations avec beaucoup d'autres îles dans le Pacifique. Mais qu'est-ce que nous apprend l'histoire? Elle ne nous apprend rien de tout ça. Alors que font nos enfants? Ils vont se taper entre eux. On parle du Nord, on parle des planches à voile, mais ça n'existe pas chez les anciens. Alors aujourd'hui, on va réparer l'histoire. On va redonner un programme d'enseignement qui permet à notre peuple, à nos enfants, de pouvoir se raconter ce passé historique que leurs ancêtres ont vécu, un passé digne. Et il faut leur montrer que leurs ancêtres ont fait quelque chose de très bon. Ils ont accueilli les autres peuples. Ils nous ont accueillis, nous les gens des îles. Et aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que ce projet de société, il ne soit pas fait pour faire plaisir à une communauté qui est dans ce territoire. C'est d'abord à réparer l'histoire, à donner au peuple autochtone sa place. Le peuple concerné par la marginalisation, c'est le peuple autochtone, uniquement le peuple autochtone. Donc aujourd'hui, uniquement le peuple autochtone, il faut lui donner sa place. Voilà, c'est la condition, c'est la seule condition. Et je pense que tout le monde nous entend, à Wallis, à Futuna, à Tahiti et dans les autres pays du Pacifique. Ils comprennent bien notre combat. Et vous connaissez l'histoire des aborigènes, vous connaissez l'histoire des Maoris. Voilà, on ne peut pas dire que le monde entier n'est pas ignorant de cette marginalisation sur lequel il faut se focaliser et il faut combattre pour qu'il y ait un droit de vie, un droit de bien-être et un droit de justice. Sans quoi, ça va être très difficile. Nous le disons, c'est pourquoi nous nous levons aujourd'hui. Et nous savons que le peuple océanien est un peuple solidaire. Il n'aime pas l'injustice. Parce que nous ne sommes pas identité individuelle, nous sommes identité collective. Donc quand nous pensons toujours à une grande famille élargie. Nous ne pensons pas que papa, maman, nous pensons une famille élargie. Nous pensons même parfois à nos chefferies, même des petites filles, des petits garçons qui viennent de 7 ans, 9 ans, mais ils ont déjà cette mentalité-là. Alors nous voulons préserver cette solidarité implicite qui existe dans l'autochtone. Il faut le valoriser, ces savoir-être, il faut les valoriser. Et c'est dans cette conception-là du savoir-être qu'on va bâtir le projet de société, un projet économique, un projet social. Mais le but, c'est nous arrêter les injustices, lutter contre l'exclusion à outrance. On n'en peut plus parce que nous savons que si aujourd'hui il y a des dérives au niveau social, au niveau du climat, eh bien c'est parce que c'est ce peuple-là, c'est cette partie de la population qui a été négligée et qui, elle, se manifeste, elle appelle. Je voudrais juste revenir sur un candidat à la présidentielle qui avait dit, c'est pour ça que nous parlons de la population carcérale, qui disait que le taux carcéral est l'indicateur de la santé d'un pays. Aujourd'hui, la population carcérale, c'est 97% de Kanaks. Ça veut dire que c'est le Kanak qui a mal dans ce pays. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas le Calédonien ou le Caldoche. Ce n'est pas celui qui a les Calédoniens qui sont là. Ce n'est pas eux qui sont concernés. Ce n'est pas le Wallisien. Ce n'est pas le Tahitien. C'est le peuple. Moi, ce que j'entends là, c'est que c'est beaucoup un discours de victimisation. On parlait des entrepreneurs. Victimisation oui, parce que voilà, on parle beaucoup de victimes de l'histoire, mais en tout cas, c'est beaucoup les discours des partis indépendantistes. Donc, c'est finalement, d'une certaine manière, un peu déresponsabilisé. Parce que moi, je veux bien qu'on soit un petit peu. Oui, voilà, c'est ça, c'est que votre discours, il est quand même un peu. Moi, je suis enseignante. Je suis enseignante. Pour ce que j'entends, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, et notamment des jeunes Kanaks qui sont un petit peu en dérive, mais il y en a aussi beaucoup qui réussissent dans la vie, qui se battent aussi pour avoir une place, pour avoir des diplômes. Enfin, je veux dire, votre discours, il est quand même très négatif et il ne positive pas beaucoup sur ceux qui ont quand même réussi. Enfin, j'en veux pour preuve votre suppléante. Oui, mais voilà, mais je veux dire, il y a aussi ce côté-là et on ne l'entend pas beaucoup dans votre discours. Donc, est-ce que... Alors, pourquoi? C'est voulu que nous portons ce discours. C'est volontaire parce que, comme on vous disait tout à l'heure, si nous réclamons aujourd'hui le droit du peuple autochtone, le peuple autochtone, c'est 4 critères. C'est le peuple qui est issu du sol. Le deuxième critère, il a une langue, une culture et une organisation spécifique. C'est une conception à lui de construire le monde.
Le troisième critère, c'est que ce peuple-là, le peuple autochtone, c'est celui qui est concerné par la marginalisation. Je reviens sur ce terme marginal. Aujourd'hui, regardez, mais vous dites qu'on est pessimiste. Bien sûr qu'on est pessimiste. Parce que quand on parle d'insécurité, c'est pas les autres communautés qu'on pointe. Quand on parle de licenciement abusif, c'est pas des autres. Et je vais vous dire, le développement économique que nous prenons, c'est un développement par le bas. C'est-à-dire d'abord lutter contre l'exclusion. Et c'est pour ça que nous parlons de Dieu aussi. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui va vers ceux qui souffrent, ceux qui ne sont pas en bonne santé. On n'est pas sur le modèle économique préconisé par l'Occident, qui est un modèle économique élitiste. Nous ne sommes pas dans cette perspective-là. Nous sommes dans une perspective où le plus petit a sa place dans la société. Le plus petit a sa place dans la société. On parle beaucoup des cadres. Mais combien de cadres? Combien de cadres? C'est bien de 4 sur 120 000 Kanaks. Combien de docteurs? Aujourd'hui, c'est qui remplit le Médipôle avec le nombre de médecins? C'est les Kanaks. Vous allez à Vanuatu, ce sont les Kanaks qui sont médecins. Vous allez à Fidji, ce sont les Kanaks qui sont médecins. Ici en Calédonie, c'est qui? On va à RFO, on va à MC Première. MC Première, c'est qui commande MC Première? Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de Kanaks dans les cas dans MC Première. Hein, ça, je peux vous dire, il faut y avoir travaillé. Oui. Alors, parce que ça c'est le fruit des revendications. On est d'accord, il y a la revendication, on est d'accord, il y a la revendication politique, mais il y a aussi l'envie que nourrit chaque individu. Enfin, je veux dire, c'est pas juste la faute au système, c'est-à-dire que faut aussi avoir envie de progresser, de prendre des responsabilités, de se former. On a les 46 articles qui sont avec nous. Il y a des commissions qui sont travaillées. Là, on ne peut pas se prétendre aujourd'hui, en 15 jours, changer le cours de l'histoire, parce qu'on n'est pas un parti politique. On a choisi l'Assemblée nationale comme première marche dans laquelle on va se faire entendre pour frapper dans les tribunes. Mais nous travaillons avec les Nations Unies, la Ligue des droits de l'homme. Et les 46 articles, quelques-uns sont avec vous ici. Donc nous avons tous ces projets. Vous dévoilez aujourd'hui tous nos projets, on ne peut pas le faire. On a des projets. Il faut que nous, on gagne les élections. Mais on a des projets. Les 46 articles couvrent tous les domaines. Je vous ai dit tout à l'heure, je parlais de l'habit. L'habit de l'autochtone. Ça veut dire quoi? Il a de quoi manger. Dans les 46 articles, il mange, il se vêtit, il se loge, il va à l'école, il fait ses affaires, des commerces, de l'économie. Tout ça y compris dedans. Et même dans les traditions. Même comment il va enterrer son père quand il va mourir. Les us et coutumes, tout ça, ils sont impliqués dedans. Donc nous, c'est pour ça que Germaine a parlé de tous ces constats-là. C'est parce qu'en 30 ans, je vais poser la question. Combien d'avocats aujourd'hui Kanak? Ou même en présence française dans la Calédonie, ça fait 100 ans maintenant. 166 ans. Combien de Kanaks il a formé comme avocat, comme juge, comme docteur, comme dentiste, comme vétérinaire? Ça, il faut qu'on me le dise demain. C'est ça le projet de société, vous voulez en parler? Construire un projet de société ne sert à rien s'il n'y a pas de cadre. Sinon, on va dépendre des fonctionnaires. Et les fonctionnaires, on n'en veut plus parce qu'il y en a trop et ils bouffent trop le budget du pays. Donc, il faudrait qu'arriver à un moment... Alors, moi, je serais vous, je fais attention parce qu'il y a beaucoup de Calédoniens qui sont fonctionnaires et il y a beaucoup de Kanaks qui sont fonctionnaires. Donc, mais je veux dire Je veux dire que là, aujourd'hui, on est dans la réalité du terrain. Bien sûr, on aura des fonctionnaires. Mais quel type de développement on veut pour la Calédonie? Nous, l'autochtone, on ne veut pas un type de développement à la marseillaise ou à la breton, ou peu importe. On veut quelque chose, parce que si on a mis le Kanak au centre des dispositifs dans l'accord de Nouméa, c'est qu'on développe à partir de lui, de son contexte à lui, de sa réflexion, de comment lui voit sa société. Quand on voit, je parle juste du logement, elle a parlé du logement. Les Kanaks, ils sont dans les squats, ils ne sont pas dans les logements. Pourquoi? Ils ne se retrouvent pas dans le modèle de logement d'aujourd'hui qu'on essaie de proposer. Je fais partie des associations de locataires. Je siège dans le conseil des quartiers où l'autochtone lui-même n'est pas pris en compte. Et pareil pour l'océanaire. On le loge dans une maison 4 murs là-haut, dans le 2e étage, et 6 mois après, il retourne à son squat. Et ça, c'est quel projet de société on voit ici. Mais il n'y a pas de projet de société pour le logement, parce qu'on ne tient pas compte du contexte même de l'autochtone. On dit comme ça, tu vas là-haut,
point barre. Tu habites là-haut, point barre. On ne lui demande pas comment lui veut vivre, quel type de maison il veut l'habiter. Et voilà, c'est tout un ensemble. Donc le constat, il n'est pas seulement, c'est un problème qui est vaste, mais on dit que si aujourd'hui on ne sonne pas l'alarme, si on ne tire pas sur l'alarme aujourd'hui, en 2030, ou peut-être en 2025, quand ils auront signé le 4e accord, où ils auraient ficelé pour toujours le pays entre les mains de je ne sais pas qui, ce serait trop tard. Donc aujourd'hui, on se lève aujourd'hui pour tirer la sonnette d'alarme et dire qu'il y a encore une possibilité de parler. Donc ça tombe bien, le bon moment est choisi, parce que comme Macron, comme président de la République qui a reconnu le fait colonial, qui a reconnu comme quoi la colonisation est une barbarie, donc on va interpeller le président de l'État par rapport à ce qu'il dit, et on pense que ce serait pour l'avenir travailler avec lui, parce que comme lui il reconnaît, peut-être qu'il a mieux conçu. Depuis, il a corrigé hein, quand même. Hein. Oui. Oh, mais peut-être qu'il a mieux conçu par rapport. Il a mis un peu d'eau dans son vin. Hein. Ouais, il a mis un peu de l'eau dans son vin, mais tant mieux pour nous aussi, pourquoi pas. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on le dise. Ce qui est important quand même, c'est que nous, notre combat, c'est le peuple qui se prend en charge. Parce que la différence, vous voyez, quand en 1873, il y a eu la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie, et ce n'était pas avec les politiques que Février il a négocié, c'était avec les coutumiers. Et aujourd'hui, c'est quand on remet les choses à l'endroit, c'est en parlant des coutumiers. On veut que les chefferies retrouvent leur place dans la société. Voilà. Et quand on parle de la manière d'enseigner, de la manière de développer un pays, de travailler sur la souveraineté alimentaire, ou travailler par exemple sur des choses simples, sur le compostage, sur la protection de l'environnement, et bien que ces coutumiers-là, qu'ils soient acteurs de ces projets. C'est pour ça que quand vous nous demandez un projet de société, nous on veut leur donner leur place, et parce que nous savons que l'histoire leur a donné raison. L'histoire leur a donné raison. Mais il y a maintenant un travail qu'il faut faire, un travail de fond, mais comme vous savez, l'application des droits des peuples autochtones, ce n'est pas l'indépendance. L'application des droits des peuples autochtones, c'est simplement donner d'abord aux peuples autochtones, mettre fin à la marginalisation. Et à partir de là, on va parler de l'article 3, par exemple, sur l'autodétermination des peuples autochtones. Mais avant cela, nous avons besoin que nous puissions donner au peuple autochtone sa capacité à bien vivre, à être enseigné, à être éduqué, à connaître son histoire et à avoir une bonne santé. Parce que le problème aujourd'hui, c'est cela. En tout cas, nous voulons remercier RRB. Vous êtes la seule radio, vous êtes le seul média, et je tiens à le dire, si vous pouvez le refaire passer sur vos ondes. Je veux dire qu'aujourd'hui, Rassemblement autochtone et souveraineté partagée est très, on va dire, évité. Est très évité. On m'a dit, s'il y a plus de 10 personnes, on va venir. Nous sommes plus de 50 personnes aujourd'hui. Vous êtes la seule. Merci à RRB. Et que Dieu vous bénisse aussi, parce que nous sommes pour la pluralité des médias, nous sommes pour la pluralité des opinions, nous sommes pour la pluralité de la foi. Vous savez, nous sommes un parti qui travaille aussi sur l'interconfessionnalité. Il y a des gens, ceux qui croient au Dieu pluriel, ceux qui croient au Dieu de Jésus-Christ, ceux qui croient à Bahoul, mais on croit. Et nous sommes pour la tolérance. Alors, le fait que les médias nous fuient, peut-être qu'il y a un problème. De toute façon, ils vont bien voir Germaine Némia et Henri Baudérago à un moment. On espère que le peuple va venir nous soutenir puissamment, parce que nous voulons que le peuple se prenne en charge. C'est tout le sens de notre présence dans les élections législatives. Merci beaucoup de nous avoir.